Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. En cette période de fête, les enfants sont en vacances, mais on va quand même retourner aujourd'hui sur les bancs de l'école, ou plutôt dans les cours de récré. Des cours qui ont évolué et qui aujourd'hui deviennent de plus en plus des espaces de citoyenneté, d'émancipation, d'épanouissement, d'empathie. Comment, pourquoi? On va en discuter aujourd'hui avec Renaud Herpicom. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur des ateliers au Centre d'Action laïque de la province de Liège. Et ça fait plusieurs années que vous êtes soutenu par le Fonds Houtman, notamment pour repenser les espaces récré. Vous donnez des formations dans les écoles, notamment à ce sujet. Alors, on reparle donc de repenser les espaces récré, repenser les cours de récréation. Mais j'imagine que ce n'est pas juste ajouter un module de jeu ou un goal de foot. Ce n'est pas ça vraiment. En effet, c'est bien plus. D'ailleurs, l'appel à projet du Fonds Houtman initial stipulait bien qu'il devait s'agir de démarches participatives et qui devait donc dépasser les investissements structurels habituels qu'on retrouve dans les écoles. En ce qui nous concerne, nous avons rebondi sur 2 ans de travail préalable menés par l'école et les enfants, entre autres en lien avec l'Université de Mons et Bruno Hembeek, qui effectivement est un chercheur qui travaille beaucoup sur cette question des cours de récré, du harcèlement de façon générale. Tout à fait, et qui donc est venu installer dans la première école avec laquelle nous avons travaillé, à l'école communale Morchamp dans la ville de Serein, quartier du Molinet, donc des espaces régulés. Et puis, le temps passant, nous avons constaté que les espaces ne fonctionnaient pas dans cette école, en fait par absence d'investissement principalement, ou par absence de compréhension de leur mode de fonctionnement des enfants et des usagers de l'école de manière générale. Et c'est donc à ce moment-là que nous arrivons dans la danse et que nous rebondissons sur un travail réalisé par une stagiaire de communication qui en fait devait réaliser un logo représentant cette école et son ambiance, son environnement. Elle a donc consulté tous les élèves de l'école pour essayer d'avoir la vue la plus claire de ce qu'ils pensaient de la vie dans leur école. Et stupeur, lorsque le logo a été remis, il représentait 4 ou 5 enfants qui manifestaient une belle diversité, ça c'était très bien. Ce qui était moins bien, c'est que le 5e enfant mettait une taloche au 4e et qu'un petit nuage noir venait donc au-dessus. Et lorsqu'on l'a interrogée sur le pourquoi elle avait réalisé ce logo de cette manière, elle a dit qu'elle avait voulu être fidèle à la perception que les enfants avaient de leur école, à savoir un établissement dans lequel régnait une diversité, ça c'est certain, mais une diversité qui était difficile à vivre, et il précisait, tous les enfants, par absence de gestion de cette diversité. Ah oui, donc ça montre qu'effectivement, il y avait une violence qui n'était pas gérée, des problèmes qui n'étaient pas gérés au sein de cette école. Alors, vous, le travail que vous avez fait, c'est repenser donc, les cours de récré, notamment en partant du fait qu'il y avait cette violence qui était ressentie. Mais ce n'est pas uniquement travailler sur la cour de récré, c'est quoi? Finalement, intégrer la cour de récré dans l'ensemble de l'école et on travaille sur l'ensemble des conditions du vivre ensemble à l'école dans son ensemble. C'est tout à fait ça. On s'est en fait appuyé sur l'expérience du Centre d'Action laïque de la province de Liège en matière de dynamique participative. Nous avions depuis longtemps des équipes qui étaient en charge du développement communautaire et qui avaient donc acquis une belle expérience. On a rebondi là-dessus, on a rebondi aussi sur notre approche du vivre ensemble et la méthodologie spécifique du vivre ensemble que le Centre d'Action laïque a développé entre autres dans l'atelier du mercredi. Et donc nous sommes inspirés de cela et nous nous sommes dit quelque part un peu comme un système de poupée russe si vous voulez, que les expériences, les méthodes qui étaient effectifs et fonctionnels à une échelle large, comme par exemple la ville, fonctionnaient, étaient utiles à une échelle plus réduite, comme par exemple le quartier, et encore plus réduite, comme par exemple l'école, et puis, dernier stade, la cour de récréation. Et donc on a fait le travail dans l'autre sens. Et on s'est dit, tiens, cette étude au départ de la cour de récréation gagnerait à s'inspirer de ces résultats pour avoir une approche globale de l'école et donc y inclure des espaces souvent délaissés comme les couloirs
les WC peut-être, la salle de sport, le bureau du directeur, un réfectoire. Quelles sont les règles qui régissent ces espaces? Sont-elles les mêmes que celles qui régissent la cour de récréation? Sont-elles différentes? Pourquoi? Comment sont-elles communiquées? Voilà, c'est toute cette approche que nous avons essayé d'avoir avec les enfants. Mais justement, ces règles, quelles sont-elles? Parce que donc on va le voir dans les écrans autour de nous. Il y a des panneaux. Enfin, vous avez créé des panneaux avec les élèves, avec les enseignants, qui rappellent ces règles. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de règles et comment les enfants s'en sont emparés et les enseignants aussi d'ailleurs? Bien sûr. Ouais, là, comme ça, je condamne le racisme. Voilà, c'était une règle que j'ai encore bien en mémoire. Mais je prends le temps. Voilà, simplement, je prends le temps. Je suis à l'écoute des autres. Au final, un certain nombre de règles qui semblent presque des évidences lorsqu'on les énonce, mais dont nous avons pu constater qu'elles n'étaient pas mises en application au sein, en tout cas, de l'espace de la cour de récréation, mais de manière plus générale, au sein de l'ensemble des espaces qui constituent l'école. Et donc, il ne s'agit pas aussi de dire qu'on les utilise de temps à autre ou qu'on considère que ce sont des évidences. C'est comment fait-on pour les systématiser et, quelque part, à travers quels symboles, quels éléments de règlement sont-elles rendues accessibles? Deviennent-elles quelque part aussi des outils au service, cette fois, j'insiste, de tous les usagers de l'école et pas seulement des enfants? Donc ce qui inclut, bien sûr, la direction, les enseignants, le personnel d'accueil temps libre, les enfants, mais aussi peut-être des personnes extérieures, comme un ouvrier communal qui se rendrait sur le site, les parents, évidemment, ou n'importe quel partenaire extérieur qui vient faire une animation dans l'école. En tant qu'usager de l'école, il nous semble qu'ils sont des relais du respect ou du non-respect de ces règles et que dès lors, ils envoient un message, parfois de manière totalement inconsciente, aux enfants, qui consiste à dire, en quelque sorte, on vous demande de respecter les règles, mais nous les respectons également, nous sommes donc un exemple positif, ou bien l'injustice a sa place dans l'école parce qu'on vous demande de faire quelque chose, mais vous constatez chaque jour que les adultes font l'inverse. Ouais. Donc ça veut dire qu'un processus comme celui-là, ça ne peut fonctionner que si tout le monde est écouté, tout le monde est entendu. Donc c'est-à-dire autant les élèves que les professeurs, que les parents éventuellement. Mais donc en tout cas qu'il y ait une vraie parole qui soit donnée aux élèves et qu'ils aient le sentiment qu'effectivement ces règles établies, elles sont là pour tous et pas que pour eux. Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui a constitué l'épine dorsale du travail qu'on a mené à l'école. Donc ça a été de mener un grand nombre d'animations avec l'ensemble des sous-groupes qui constituent donc les usagers de cette école pour leur donner à chacun une parole protégée, une parole libérée autour principalement de ce fameux logo que je viens d'évoquer. Et une fois que les personnes ont eu l'occasion de dire ce qu'elles pensaient effectivement de cette, je dirais, mauvaise gestion quelque part de la diversité, en pointant du doigt, bien entendu, des responsabilités dans tous les autres groupes, mais rarement dans le leur. Nous avons c'est toujours la faute des autres, c'est la faute des profs, c'est la faute des élèves, c'est la faute des parents. Il y avait clairement quelque chose de ce goût-là. Une fois que ce nécessaire, je dirais, travail a été fait, alors les personnes ont été mises en situation de faire des propositions de pistes, de solutions constructives qu'elles se voyaient bien mettre en œuvre pour un mieux vivre ensemble à l'école, pour une diversité gérée et épanouie. Donc ne pas aller rejeter la faute sur l'autre, être dans une démarche constructive, et pas une démarche constructive qu'on voudrait que l'autre fasse. Non, c'est se mettre soi-même en chantier. Et ces propositions, qui étaient évidemment extrêmement nombreuses, nous les avons synthétisées, donc en 20 propositions, parce que, je dirais à nouveau, sans grande surprise, les solutions positives et constructives pour gérer le bien commun, quand on demande un avis très très large, eh bien, elles se recoupent. Et donc, c'est ce qui a donné ces phrases qu'on retrouve donc sur les 20 panneaux de l'école, affichées partout dans la cour de récré pour que chacun puisse en avoir un rappel permanent, mais également synthétisées sur des panneaux plus courts, plus petits, qui ont été donc mis à disposition de chaque personne dans les sous-espaces, donc bureaux, réfectoires, salles de classe. Alors, on a parlé du cadre, des règles qui évidemment s'appliquent partout dans la cour comme ailleurs dans l'école. Et évidemment, il faut des outils pour les faire respecter. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ces outils? Tout à fait. Donc nous avons en fait transposé dans le milieu scolaire un certain nombre d'outils que nous avions au départ créés dans le projet de l'atelier du mercredi pour gérer donc divers aspects du vivre ensemble. Alors, je vais en citer quelques-uns rapidement, mais toutes les personnes intéressées peuvent évidemment se rendre sur le site du CAL de Liège
qui donc met ces outils en libre accès. Ils sont tous en téléchargement gratuit, donc il ne faut pas hésiter. Oui, c'est ça, on peut creuser. Effectivement, il y a la chaise de la paix, le tabouret de réflexion. Voilà. C'est complexe évidemment à expliquer ici, mais en tout cas, c'est des outils qui permettent vraiment d'aider, de dédramatiser aussi souvent les situations. C'est ça. Et donc, mettre un certain nombre d'outils, mais donc ça veut dire un nombre précis d'outils qui ont chacun une fiche bien claire, un mode d'emploi et qui servent à une chose et pas à une autre. Quand j'explique souvent les choses en formation, voilà, je présente par exemple la chaise de la paix et les gens me disent « Ah oui, on connaît, c'est comme le bord de la paix par exemple, on a déjà utilisé ». Et quelque part, en faisant ça, ils oublient presque d'écouter le mode d'emploi spécifique de l'outil qu'on propose. C'est un peu comme si je vous présentais une pelle et puis que vous me disiez « Ah oui, je connais, j'ai déjà jardiné avec une bêche ». Sauf que ce n'est pas pareil. Oui. Et ici, c'est un peu la même chose. Donc des outils précis, un mode d'emploi précis pour une utilisation partagée par tous. Et c'est là que les choses deviennent importantes. Les mêmes règles pour tout le monde, avec des outils concrets au service de tous. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et je pense que ceux qui ont envie d'approfondir la réflexion, il y a deux choses à savoir. La première, c'est qu'il y a un colloque qui est organisé par le Fonds Human le 4 février. Donc, c'est les espaces récré sont repensés. Donc, un colloque, il est presque complet. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous sur le fondhuman.be pour vous inscrire. Et puis, sinon, on peut s'adresser évidemment à vous, au Centre d'action laïque de la province de Liège. Vous organisez des formations, vous l'avez dit. Renaud Herpicum, un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.